Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce jour pour un nouveau numéro de votre émission débat Le Ciel catholique. Rappelons que Le Ciel catholique est une émission débat entre professionnels du droit et autres acteurs majeurs de l'activité socio-économique avec pour but ultime de rapprocher le droit des citoyens et usagers de la justice afin de leur permettre de mieux connaître leurs droits et devoirs. Alors, cette action s'inscrit en plein cœur de l'action citoyenne de CILCA pour l'avènement d'un monde juste et meilleur pour tous. Pour contribuer à l'avènement de cet idéal, nous débattons ce jour du crédit à la consommation. Alors, l'hypothèse de travail est la suivante. La banque Warifache a lancé une campagne de crédit à la consommation à la faveur des dernières fêtes de fin d'année. Madame Yen Vivé, cliente de cet établissement, a profité de cette campagne et grâce aux près de 6 millions de francs CFA remboursables par mensualité de 200 000 francs CFA qu'elle a obtenu, s'est offert un séjour de rêve à Dubaï. Il convient de rappeler que Madame Yen Vivé, employée chez la même banque, perçoit un salaire mensuel de 500 000 francs CFA et continue de rembourser les échéances mensuelles de 150 000 francs CFA au titre du crédit à la consommation pris lors de la rentrée scolaire auprès de la banque Warifache dont elle est employée. Submergée par des obligations auxquelles elle ne peut faire face, la banque décide de se payer directement dans le salaire de Madame Yen Vivé. Celle-ci, mécontente et souhaitant voir ou retrouver autant pour moi son salaire, vient de saisir CILCA à cet effet. À travers ce cas pratique, nous passerons à la loupe les droits et obligations des uns et des autres dans un prêt à la consommation avec au passage un clin d'œil aux droits des employés face à l'employeur créancier. À tout de suite. Je reçois donc pour vous ce jour Maître Camara Lassine Katane, qui n'est plus à présenter, avocat inscrit au barreau de Côte d'Ivoire, également legal counsel au barreau de New York et spécialiste du droit des affaires. Également présente sur ce plateau, Mademoiselle Ekra, juriste senior au sein de CILCA, spécialiste du contentieux et des voies d'exécution. Alors également présente sur ce plateau, Mademoiselle Tompiozo, juriste au sein de CILCA et spécialiste du droit des affaires. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation, chers invités. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, en tout cas. Alors, Maître Camara, dites-nous donc, au regard des transactions faites par Madame Yen Vivé, est-elle dans un prêt à la consommation? Si oui, quelles sont les caractéristiques de ce prêt comparé à tout autre prêt bancaire? Écoute, tout d'abord, Linda, je te remercie pour l'opportunité que tu nous donnes là de parler d'un sujet, ma foi, extrêmement sérieux. Extrêmement sérieux parce que c'est un sujet qui détruit la vie des gens souvent. D'accord? Il se trouve qu'on a deux consommateurs qui est face au banquier tout puissant avec une armée, une armada d'avocats derrière lui et le consommateur tout seul ignorant et qui signe des contrats de prêt avec la banque sans savoir quels sont ses droits et obligations. À la fin de la journée, souvent, ils ont hypothéqué leur maison, leur voiture, et donc ils perdent ces maisons, ces voitures, des familles se retrouvent dehors. C'est des drames que nous voyons souvent. Donc c'est un sujet très important et c'est un privilège pour moi et un grand honneur de pouvoir en parler sur ce plateau-là. Le cas de Madame Yen Vivé est caractéristique et c'est effectivement un prêt à la consommation. Pour faire simple, le prêt à la consommation, c'est tout prêt qui n'est pas pris, on va dire, pour des besoins professionnels. Madame Yen Vivé, comme son nom le dit, elle aime la belle vie, donc elle a pris ce prêt-là pour avoir la belle vie, c'est un prêt à la consommation. Donc pour nos amis internautes, s'ils veulent savoir si le prêt qu'ils ont pris auprès de leur banque est un prêt à la consommation ou autre chose, ils ont qu'à se demander est-ce qu'ils ont pris ce prêt-là
pour pouvoir investir dans une activité professionnelle, un business, ou est-ce qu'ils l'ont pris pour, on va dire, leurs besoins courants de fonctionnement? Bien noté, maître. Merci pour ces éclaircissements. Alors, mademoiselle Ikra, dans une situation telle que décrite, quels sont les droits de madame, autant pour moi, Yin Vivi, face à son employeur, la banque Warifache, dans le cadre de ce prêt à la consommation? D'accord. On est dans une situation où vous avez madame Yin Vivi, qui a un salaire de 500 000, qui a un premier prêt qu'elle a, pour un prêt scolaire, où elle paye des échéances mensuelles de 150 000. Elle va ensuite contracter un second prêt, où elle doit payer des échéances mensuelles de 200 000 francs. Donc au total, elle a 350 000 à payer. Elle a un salaire de 500 000. Il est clair que dans cette situation-là, avec le salaire qu'elle a, le revenu qu'elle a et les dettes qu'elle a contractées, ça devient très difficile. Donc, Madame Yevivi, elle a déjà un premier prêt qu'elle a pris auprès de la banque, c'est-à-dire Warifache, qui est sa banque, qui est son employeur. Et donc, logiquement, la banque sait que Madame Yevivi a déjà un prêt. Elle a déjà un prêt qui est en cours, qu'elle n'a pas encore fini de payer les échéances. Mais quand même, elle va lui donner un second prêt. Alors que c'est à ce moment-là qu'elle aurait dû faire son devoir de conseil. Écoutez, madame, vous avez déjà un prêt, vous avez un revenu de 500 000 francs, vous avez déjà un prêt que vous payez 150 000, il y a déjà une bonne partie de votre salaire. Si vous prenez un second prêt, on n'est pas sûr que vous pouvez... Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Tu as tellement raison, sans t'interrompre, c'est le point en fait de la quotité disponible. D'accord? Tout prêt qu'une banque doit faire à une personne physique, en tout cas un prêt à la consommation, la première question qui se pose, c'est de savoir est-ce que le salaire de la personne peut supporter ce prêt? Et la réponse à cette question, c'est la quotité disponible. Un tiers, pas plus que ça. Bon, il y a eu une loi récemment qui a changé un peu les choses pour certains corps de métier en le portant à 40%, mais disons les choses sans langue de bois, c'est la pression des lobbies bancaires. C'est la pression des lobbies bancaires pour pouvoir, voilà. Mais nous, on le dit, on est avocat de banque. Bon, ça y est, on a arrêté d'ailleurs de les prendre pour clients parce qu'on en a marre de voir souffrir les pauvres populations. Il y a une quotité disponible. C'est la loi de 2014 qui en parle et c'est 33%, pas plus. Déjà, 150 000, elle est dans les 33%. 200 000 francs de plus, c'est trop. Donc la banque, qui a une obligation de conseil, aurait dû lui dire, madame, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas prendre un second prêt. Ce qu'on peut vous proposer d'ailleurs, c'est peut-être de lui dire, finissez ce que vous avez et ensuite, on va vous octroyer un autre prêt. Mais là, la banque va encore lui donner un autre prêt et qu'elle doit payer maintenant 200 000 francs de plus. Donc, c'est clair qu'elle va se retrouver dans les cas prévus par la loi sur la consommation, à l'article 233, qui va parler du surendettement, qui est la situation dans laquelle, on veut dire, le prêteur ne peut plus faire face aux dettes qu'il a en fonction du revenu qu'il a. L'emprunteur. L'emprunteur ne peut plus faire face aux dettes qu'il a. Et voilà, dans le cas de Madame Yevivi, elle est surendettée. Qu'est-ce qu'elle peut faire si elle est surendettée? Elle est prise à la gorge, la pauvre. La pauvre. Dans ce cas-là, elle peut saisir la commission de surendettement. Elle peut saisir la commission de surendettement. Et c'est cette commission-là qui va tenter une conciliation avec le banquier qui est le prêteur. Sauf que, bon, c'est vrai qu'elle a cette possibilité-là, mais si, je veux dire, elle n'arrive pas à réchelonner ses dettes, lui, il peut demander quand même au juge de l'exécution, s'il y a déjà des mesures d'exécution forcée qui sont déjà diligentées contre elle, de surseoir le temps que la commission puisse quand même essayer de trouver un règlement amiable, on veut dire, avec le banquier. Oui, donc voilà, il faut rappeler quand même que pour pouvoir dire qu'il y a surendettement, donc pouvoir saisir la commission dont Sandrine vient de parler, il faut deux conditions. Il faut d'abord que le débiteur en question soit dans l'impossibilité de faire face à ses obligations. Dans le cas de Mme Yevivi, il n'y a vraiment pas de difficulté, c'est très clair. Déjà, la quotité cessible a été excédée et ensuite, personne ne peut vivre à Abidjan ici avec 150 000 francs quand il y a une dame du niveau de Yevivi. Il faut payer son transport, il faut pouvoir manger, il faut se faire belle. Bon, voilà, la belle vie va s'arrêter. Donc là, elle est dans la première condition, elle l'a remplie. La deuxième condition, c'est qu'elle doit être de bonne foi.
C'est-à-dire que lorsqu'elle a reçu le prêt, elle est de bonne foi. Alors, je dois dire que j'ai trouvé cette formulation assez curieuse parce que on ne peut pas demander à, on va dire, un consommateur qui n'est pas un professionnel et qui est en face de lui un professionnel qui a une armada encore de conseillers, d'avocats et de financiers derrière lui pour le conseiller. On ne peut pas demander à cet amateur-là d'être de bonne foi. C'est au professionnel qu'il faut demander à être de bonne foi parce que c'est lui qui a les informations. Ah, bien sûr. Lui, il doit remplir son obligation de conseil. S'il remplit son obligation de conseil, peu importe que l'autre qui est en face soit de bonne foi. Donc, la condition, et ça je le dis à l'attention de nos amis, messieurs les parlementaires à l'Assemblée nationale, il faudra penser à faire une réforme de cette loi. La condition de la bonne foi, à mon sens, doit être remplacée par la condition de l'information préalable, comme cela existe dans d'autres juridictions. Si Mme Yen Vivier a reçu l'information préalable de la banque et que malgré cela, elle insiste, on pourra dire qu'elle est de mauvaise foi. Mais dire qu'elle est de bonne foi, il va falloir prouver et tout. Et les banquiers, ils ont de bons avocats, ils payent souvent bien. Alors, la pauvre, voilà, elle va avoir du mal. Mais je pense, moi, qu'on peut dire que Mme Yen est de bonne foi parce qu'elle ne connaît pas la loi. Elle ne sait pas que là, il aurait fallu voilà, dire qu'elle a dépassé la quotité excessive, etc., etc. Donc, ça, c'est les conditions pour le surendettement. On peut qualifier sa situation d'une situation de surendetté. Donc, elle peut saisir cette commission-là qui a certains pouvoirs. Bon, peut-être qu'elle vise... Oui, ok, très bien. Oui, il y a la commission qui prévoit également dans le cas où de Madame Yen Vivier qui se retrouve en matière de surendettement, elle peut saisir cette commission-là qui va essayer de concilier les deux parties, à savoir la banque et elle-même qui est emprunteur. Et dans ce cas-là également, ils sont très forts dedans dès que la personne ne respecte pas les échéances à saisir les biens de la personne. Dans cette hypothèse-là également, la commission de surendettement là a également pour mission de faire surseoir en tant soit peu toutes les actions, toutes les mesures exécutoires qui vont être, voilà, de saisir à l'encontre de Madame Yen Vivier. Voilà. Pas mal. Et par contre, je crois qu'il y a un délai, voilà, un délai de 1 an. Voilà, toutefois, la loi prévoit que le délai ne peut pas excéder 1 an. Pour les mesures. Donc, Pour les en mesures. pratique, Madame Yen Vivier, si la banque Wari Fatché commence à saisir ses biens, à partir du délai, aujourd'hui c'est n'importe quoi, le 1er janvier, à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 1er janvier 2023, elle peut saisir la commission de surendettement pour pouvoir suspendre les procédures d'exécution, tout le reste. Mais si elle intervient après le 1er janvier 2023, elle ne peut pas. Mais cette commission, il faut le saluer. Bravo aux législateurs. Bien noté, Maître Camara. Alors, ma prochaine question est bel et bien pour vous. Effectivement. Alors, on assiste à un phénomène assez déconcertant de nos jours, toujours avec nos amis banquiers. Alors, vous prenez un crédit bancaire auprès, autant pour moi, d'une institution bancaire. L'on vous fait signer une multitude de documents dont vous n'aviez pris connaissance au préalable et mieux après signature, aucune copie des 10 documents ne vous est remis, en particulier le contrat. Est-ce normal, maître? Écoute, c'est une situation extrêmement détestable. Extrêmement détestable parce que c'est ce que font toutes les banques dans ce pays-là. Alors que les termes de la loi sont tout à fait le contraire. Et le bon sens même est tout à fait le contraire. La bonne foi de toute personne qui participe à un contrat est tout à fait le contraire de cette pratique. Mais c'est ce que font toutes les banques dans ce pays. Alors, moi, au nom des pauvres gens qui ne peuvent pas s'adresser aux banques, je dis carton rouge aux banques de ce pays-là. Carton rouge. Vous arrêtez ça. Conformez-vous à la loi. Nous sommes tous serviteurs de la loi et ce n'est pas parce que on est dans une position de puissance qu'on peut faire certaines choses. Nous, notre cabinet a conseillé pas mal de banques. Bon, nous sommes un peu retirés, en tout cas des banques locales, pour les raisons que nous savons. Donc on a beaucoup de respect pour le travail qu'ils font, on les aime beaucoup, on sait que leur travail est important et difficile.
Mais il ne faut pas pour autant qu'ils puissent se prêter à ces choses-là. Voilà ce que dit la loi. La loi dit que quand il s'agit d'un contrat de crédit, il faut une offre préalable. On parle des prêts à la consommation. Hein. Il faut une offre préalable. Et que cette offre préalable demande que soit remise en double exemplaire à l'emprunteur le contrat de prêt qui constitue l'offre. Et que, je vais vous lire le texte, hein, la remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimum de 15 jours à compter de son omission. Alors, en d'autres termes, Linda, en d'autres termes, pour répondre à ta question, la banque qui décide de vous faire un prêt, elle vous sort son projet de contrat, qu'on va appeler l'offre. Elle vous le donne et vous devez avoir 15 jours pendant lesquels vous réfléchissez. C'est pas sûr qu'on... Ben oui, c'est pour ça que je leur donne un carton rouge. Vous avez 15 jours pendant lesquels vous réfléchissez. Et pendant ces 15 jours, la banque doit maintenir son offre. Si au bout des 15 jours, vous signez, ça marche. La banque ne peut pas au 10e jour dire « Ah, Madame Linda, vous avez trop duré, je vous retire l'offre. » C'est pas ce que dit la loi. J'interpelle aussi l'APBF, l'Association des professionnels financiers et bancaires de Côte d'Ivoire, des établissements professionnels bancaires ou financiers. Voilà. L'APBF, je vous interpelle. Interpellez vos membres, c'est-à-dire les banques. Ils ont un devoir citoyen comme nous tous. Nous sommes dans une nation que nous construisons par l'observation des règles citoyennes, par l'observation de la loi d'abord. Donc, au-delà même de la question de la sanction que peut nous appliquer parce qu'on n'a pas respecté la loi, nous devons être fiers et contents de respecter la loi. C'est cela qu'on appelle être citoyen. N'attendons pas de voir les glaives de la justice nous trancher un membre pour pouvoir appliquer la loi. Donc, appliquons la loi, s'il vous plaît, les banques. Des prêts à la consommation. Laissez ces pauvres personnes-là qui ne connaissent rien du droit, de tous ces textes-là, prendre les 15 jours que la loi leur donne pour lire ces textes-là et puis signer le contrat. Et de grâce, donnez-leur des copies du contrat. Merci, maître. C'est tellement bien dit. Alors, cher banquier, à bon entendeur, salut.